Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Ce matin, c'est une version un peu différente que ce que vous avez l'habitude d'entendre. On est en plein Cube des fêtes. Parmi les sujets dont on voulait traiter, on s'est rendu compte qu'en 2014, donc il y a 10 ans cette année, l'aide médicale à mourir se voyait légalisée au Québec. On est précurseur en la matière. On est même rapidement devenu, je dirais, champion du monde de cette nouvelle forme de soins de vie. Il en demeure pas moins que, une décennie plus tard, c'est encore une pratique polarisante qui touche à tellement d'aspects de la dignité humaine. C'est une pratique qui continue de soulever des questions peu banales. Je pense au plan éthique, je pense au plan sociétal. On voulait parler d'aide médicale à mourir aujourd'hui aussi parce que le 30 octobre dernier, il y a une victoire juridique qui a été remportée par les Québécois et les Québécoises atteints de troubles neurodégénératifs qui, eux, espéraient un élargissement de la loi qui encadre les demandes d'aide médicale à mourir. La loi permet maintenant les demandes anticipées. Qu'est-ce que ça change? On va se faire servir les bonnes lumières du docteur Alain Naud. Il est avec nous. Bonjour, docteur Naud. Bonjour, Mme Ménard. Alors, je vous présente ainsi, mais vous êtes vraiment dans les premiers à avoir administré ce soin de fin de vie-là. On est 10 ans plus tard, Monsieur Naud. Avant de parler de l'élargissement, là, votre regard sur cette dernière décennie, comment vous avez vu l'évolution de ce soin-là, autant chez les politiciens, dans la perception du public, ceux et celles qui en font la demande aussi. Comment vous tracez votre propre bilan? Écoutez, c'était au moment où la loi a été adoptée en 2014, là, clairement, c'était un soin qui était attendu par la population. Et au Québec, nous avons eu le grand avantage, je vous dirais, de faire un grand débat de société qui a duré 5 ans. On se rappellera que la discussion a commencé en 2009 pour aboutir là, en juin 2014 à l'adoption de la loi concernant sur les soins de fin de vie. Donc, le Québec a vraiment fait là, un travail de fond grâce à nos politiciens et effectivement. Un travail transpartisan, c'est important de le nommer dans ce cadre-ci. Oui, un travail transpartisan qui est un modèle du genre, où vraiment tous les politiciens se sont réunis dans l'objectif ultime de servir la population avec cette loi. Donc, la loi a été adoptée et 10 ans plus tard, ce qu'on constate, c'est qu'elle répondait vraiment à un besoin. Et vous mentionniez d'ailleurs que le Québec fait figure de champion mondial là, en termes de taux de décès par aide médicale à mourir. Il y a de nombreuses raisons qui l'expliquent, dont celle que cette loi répondait vraiment à un besoin. Alors, depuis le tout début, on a vu un changement des mentalités. Évidemment, on commençait avec un soin nouveau qui était peu disponible à travers le monde, dans quelques pays seulement, donc très loin de nous. Et a fallu apprivoiser ce soin-là, voir comment il s'insérait, comment l'aide médicale à mourir s'insérait dans les options de soins de fin de vie. Et c'est apparu progressivement. Et je pense que ça s'est démystifié là, au fil des années, ce qui fait que c'est maintenant beaucoup mieux compris de la population en général, des politiciens, des décideurs. Vous mentionniez au tout début que c'est un soin polarisant. En fait, c'est que, vous savez, depuis toujours, là, vous avez 90% de la population qui est d'accord avec l'option d'aide médicale à mourir, qui reste un choix, qui ne sera jamais une obligation. Vous avez toujours un 10% de la population qui est opposée, majoritairement pour des considérations religieuses, et qui sera probablement toujours opposé. Et ces gens-là en ont parfaitement le droit. Ils n'ont juste pas le droit de l'imposer au reste de la population. Donc, il n'y a pas tellement de polarisation. Vous savez, ça fait passablement consensus, le soin d'aide médicale à mourir maintenant. Et je pense que les gens ont bien compris que c'était une option, c'était un choix personnel, et qu'au même titre que les autres options de soins de vie, là, que sont les soins palliatifs, la sédation palliative. C'est un choix qui appartenait à chaque individu et qui doit être respecté par l'individu, par tous ceux qui gravitent autour, qu'ils soient d'accord ou pas. Et même au sein de la communauté de la médecine, vos collègues, parce qu'on a quand même entendu des voix s'élever, il y en a certaines qui affirment encore avoir un malaise avec ce soin de fin de vie-là.
Écoutez, on a chez les médecins la même proportion d'adhésion à l'aide médicale à mourir que dans la population générale. C'est-à-dire que quand on fait des sondages, et ça a été fait par le Collège des médecins du Québec, 90% des médecins sont totalement en faveur là, de l'aide médicale à mourir, de cette option. Maintenant, puis dans le 10% restant, ben, comme dans le reste de la population, vous avez de nombreux médecins qui le sont par conviction religieuse, mais qui vont taire soigneusement leurs convictions personnelles et qui vont invoquer des raisons médicales pour s'y opposer. On Mhm. connaît ces gens-là. Maintenant, ce n'est pas un soin banal. Entre être d'accord, favorable à l'aide médicale à mourir et être prêt à procéder à l'administration de l'aide médicale à mourir, il y a une marge qui est très importante. Ce n'est pas un soin banal, l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas donné à tous les médecins d'être à l'aise, d'évaluer un malade qui fait une demande, d'accompagner les proches qui vont être au chevet de Ouais. ce malade et d'administrer l'aide médicale à mourir. Alors, il y a une proportion qui varie entre 10 et 20 dépendamment des années, des médecins qui sont prêts à administrer l'aide médicale à mourir. Vous n'aurez jamais 90 des médecins Mhm. qui seront prêts à administrer le soin et c'est correct comme ça. Ça prend certaines qualités, ça prend une disposition personnelle particulière et je pense qu'il faut respecter le malaise que certains ont de s'investir dans le soin d'aide médicale à mourir. Sur une note perso, docteur No, ça fait 10 ans que vous prodiguez ce soin-là. De quelle façon cette pratique-là, ça vous a façonné? Vous êtes un médecin différent depuis 10 ans, on dirait que j'en suis convaincue. Oui, vous savez, moi, je suis à la base un médecin de famille et je suis un médecin de soins palliatifs. Ma réflexion sur l'aide médicale à mourir, personnellement, elle a commencé il y a 40 ans, dans ma première année de pratique, où j'ai eu à accompagner jusqu'à son dernier souffle un malade qui avait une sclérose latérale amyotrophique, hein, la maladie, le Ice Bucket Challenge, maladie de Lou Gehrig qu'on appelle, qui est une maladie assez terrible pour ceux qui ont à la subir jusqu'à la toute fin. Et déjà, il y a 40 ans, je me disais, pourquoi est-ce qu'on doit tout endurer jusqu'à la dernière seconde? Quand vraiment il n'y a aucun espoir, quand on a des souffrances qu'on ne veut plus tolérer. Donc, personnellement, ma réflexion, et elle s'est nourrie au soin de toutes mes années là, de pratique en soins palliatifs ou des demandes d'euthanasie, vous savez, ça a toujours existé. Ce n'est pas apparu en 2014 avec l'adoption de la loi. Non. Alors, de tout temps, il y a des gens qui n'en pouvaient plus, qui se retrouvaient en fin de vie et qui disaient ben aidez-moi, moi je n'en peux plus. Et ben évidemment la loi ne le permettait pas, donc on se retrouvait à leur dire ben écoutez, il m'est interdit de vous administrer l'aide médicale à mourir. Regardons ensemble comment maintenant je peux vous accompagner, vous soulager du mieux possible. Donc les demandes d'euthanasie, ça a toujours existé. Maintenant la loi permet d'y répondre. Et j'ai toujours fait, moi, comme médecin de famille, des soins palliatifs parce que c'est le domaine de la médecine qui est le plus intense au point de vue relationnel. C'est la partie de la médecine où est-ce que de façon très, très rapide et très intense. On entre en communion, en communication avec un malade. Et vous savez, les gens qui sont en fin de vie, ces gens-là ne sont plus dans l'artificiel, hein. Ils sont dans le réel, ils sont dans le concret. Ils n'ont plus de temps à perdre. Euh, donc, c'est une pratique qui est extrêmement valorisante, bien qu'elle soit difficile émotivement. Et avec l'aide médicale à mourir, ben, on est juste un cran au-dessus encore. On arrive, nous, à la fin de la vie d'une personne qui nous demande de les accompagner à passer à cette dernière étape qui est maintenant Mhm. la mort, qui est la fin de la vie. Alors, on entre en communion vraiment de façon très, très intense au point de vue relationnel avec cette personne et avec tous les proches qui l'entourent. C'est ce que Et j'allais dire parce que je c'est suis extrêmement convaincue gratifiant. qu'accompagner un patient qui, formule la demande de ce soin-là versus les proches, puis là, c'est pas un bloc monolithique, les proches, mais c'est pas du tout le même accompagnement. Ah, pas du tout, effectivement. Et c'est pour ça que je vous disais, ce ne sont pas tous les médecins qui sont à l'aise de le faire, et c'est très bien ainsi. Je pense qu'il faut être conscient de ses propres forces et faiblesses Mhm. aussi quand on fait de la médecine, là, pour savoir où on est utile et où on ne peut l'être. Donc, c'est une pratique qui est extrêmement valorisante, extrêmement gratifiante, et les patients eux-mêmes nous le témoignent là, de façon très, très, très claire. Ouais. Et les proches aussi après le décès. C'est majeur, l'élargissement qui est rendu légal depuis le 30 octobre dernier. Il nous reste pas beaucoup de temps, docteur No, mais pratico-pratique, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça permet, cet élargissement-là? Depuis le jugement Gladue-Truchon, qui a éliminé le critère d'admissibilité de fin de vie, les gens qui avaient des troubles neurocognitifs majeurs, parlons d'Alzheimer pour l'illustrer,
pouvaient recevoir l'aide médicale à mourir quand ils étaient encore suffisamment aptes à faire une demande. Maintenant, ça obligeait les gens à devancer ce moment-là parce qu'ils devaient être aptes là, jusqu'au moment de recevoir l'aide médicale à mourir. Et ce que les patients nous disaient, c'est j'aurais été prêt à attendre encore un peu parce que je suis encore capable de profiter de mes proches, de Ouais. mes enfants, de mes petits-enfants. Mais si j'attends trop, je vais arriver au stade d'inaptitude où je vais manquer mon coup et je serai obligé de subir la maladie jusqu'à sa toute fin, jusqu'à son dernier souffle. Et tout le monde sait comment ça se termine, une maladie d'Alzheimer. Hein? C'est fréquent, il y en a dans toutes les familles. Ce que ça fait maintenant, c'est que ça vient donner une police d'assurance à ces gens-là qui disent, dorénavant, je vais pouvoir faire une demande anticipée. Au moment où je serai devenu inapte, je fixerai mes conditions qui feront que vous m'administrerez l'aide médicale à mourir, mais ça me permettra de vivre en paix ces moments-là de lucidité que j'ai encore avec mes proches. Et c'est ça, Alors, ce moment-là n'est pas déterminé par une date, mais bien par un ensemble de conditions décidées par le patient lui-même. exactement. Exactement. Alors, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que pour les gens qui ont maintenant un diagnostic, parce qu'il faut avoir un diagnostic aussi, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander à l'avance pour si jamais j'ai une maladie d'Alzheimer dans 10 ans. Donc, une fois qu'on a un diagnostic, la personne qui souhaite faire une demande anticipée, encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est une option. Mais la personne qui souhaite faire une demande anticipée doit d'abord réfléchir aux conditions qui seront objectivables de son état une fois le stade d'inaptitude atteint et qui déclencheront la demande d'aide médicale à mourir pour cette personne-là. Ce qu'on entend beaucoup là, chez les gens en général, c'est de dire, ben, quand je serai rendu à l'étape où je ne reconnaîtrai plus mes enfants, où j'aurai une couche en permanence, où je serai complètement alité, je ne serai plus capable de me déplacer, vous m'administrerez à ce moment-là l'aide médicale à mourir. Donc, la personne Ouais. doit réfléchir déjà aux conditions qu'elle jugera d'une atteinte d'un stade d'indignité, si on veut, là, qui déclencheront la demande d'aide médicale à mourir. C'est vrai que ça semble être deux critères, en tout cas presque universels, parce que certaines peuvent être atteintes de cette maladie-là sans avoir d'enfants. Donc là, le critère de la lignée est peut-être autre, mais quand ça touche la dignité, quand ça touche l'autonomie, ça semble être vraiment des déterminants, justement, qu'on voit apparaître dans la liste à peu près de tous les patients. Absolument. Docteur Alain Naud, vous êtes médecin de famille, vous travaillez en soins palliatifs, notamment au CHU de Québec. Merci beaucoup pour vos lumières, ça a été éclairant. Puis on comprend que on vient en fait de mettre le pied aussi dans un autre chapitre entourant ce soin de fin de vie, l'aide médicale à mourir, qui a 10 ans au Québec cette année. Merci, docteur Naud. Merci à vous. Merci et bonne année. Au retour, invité avec qui j'avais très envie, j'allais dire hâte, mais c'est plus ou moins vrai. J'avais très envie de m'entretenir. Vous l'avez vu, on l'a vu dans les médias presque tout l'automne et tristement, c'est encore autant d'actualité. Gaza avant le 7, carnet avec un S d'un siège. Avant le 7, c'est le 7 octobre 2023 où Gaza a débordé, hein, c'est un peu comme ça que c'est décrit dans cet essai-là. Et on va dresser un portrait de la situation. Vous avez vu les images depuis les derniers mois, c'est insoutenable. Qu'est-ce qu'on peut déduire, conclure, entrevoir de la suite des choses? Le journaliste et essayiste Guillaume Lavallée sera avec nous dans quelques instants. C'est le Cube des Fêtes qui se poursuit. Marie-Gabrielle Ménard au micro. On est de retour dans quelques minutes.